Voilà. Oui. Bon, je présente très rapidement le contexte dans lequel Bernard va faire ses conférences. Et après, j'évoquerai effectivement l'activité militante de Bernard, qui est tout à fait remarquable. Donc, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que le 25-01-22, le ministère de la Justice russe dissout le groupe Helsinki de Russie de l'Organisation de défense des droits humains, créée en 1979 à Helsinki. Cette organisation reconnaît inviolable. Bon, bref. Des frontières d'un État reconnu par la communauté internationale. Le 24-2-22, l'Ukraine est envahie. Suite à cela, l'Ukraine est envahie. Ce qui fit suite, par contre, à la dissolution de Mémorial, mouvement pour les droits humains en Russie, et dans la même dynamique, l'expulsion de Russie des membres du groupe Sakharov. Dans le même temps, la presse est muselée, les journalistes sont assassinés, les opposants emprisonnés, et l'ensemble de l'espace social et politique est désormais placé sous la férule d'un État totalitaire. Les guerres des Balkans, du Caucase et du Moyen-Orient, aujourd'hui en Ukraine, la montée du fascisme nous ramène aux heures sombres de l'histoire. Bernard Dreano, intellectuel militant pour la paix, en défense des droits humains, président du Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale en 1989, on appelle le CDTIM, devient fondateur de l'Assemblée européenne des citoyens, AEC, branche française de l'Assemblée des citoyens d'Helsinki. Infatigable animateur de séminaires internationaux, Bernard construit les passerelles qui permettent le dialogue et la compréhension entre les humains de ce monde. Aujourd'hui actif dans le réseau de solidarité avec l'Ukraine, en soutien à la résistance ukrainienne, armée ou non armée. Son érudition historique, sa capacité d'analyse et sa confrontation directe avec les terrains de conflit décryptera, éclairera un monde violent, peu compréhensible, tant la démagogie, la propagande falsificatrice obscurcissent notre vision de l'histoire. Donc, Bernard va un petit peu décrypter l'histoire présente et nous permettre effectivement d'avoir une meilleure compréhension, j'imagine, d'un monde opacifié par toute une démagogie qui déferle par X médias. Voilà. Je remercie Média de sa présence. Merci et merci de m'inviter. Je vais un peu ajouter 2 mots pour me faire comprendre qui je suis. Comme Claude a dit, je fais partie de petites organisations, des petites organisations dont il en a cité 2, qui ont comme caractéristique d'être petites et d'avoir déjà une longue histoire. Par exemple, le Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, dont j'ai l'honneur en ce moment d'être le président, est une toute petite association créée dans les années 1960, au moment de la décolonisation. L'Assemblée européenne des citoyens a été créée à Prague en 1990. Et donc, j'ai le privilège d'avoir participé, ou de participer toujours, à des réseaux, à des associations avec une longue histoire déjà et avec beaucoup de contacts. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que j'en parle un tout petit peu dans ce livre, sur lequel je vais revenir. On va parler essentiellement de cette catastrophique guerre en cours en Ukraine et de comment est-ce que ça s'est développé. La deuxième chose que je voudrais préciser, et que certains, quelquefois, ont du mal à comprendre, c'est que je ne parle pas un mot d'ukrainien. Je comprends au moins 15 mots en russe. Je suis incapable de lire l'alphabet cyrillique. Quand j'y arrive, c'est parce que je suis dans un pays où on utilise l'alphabet cyrillique, et quand je repars, j'oublie. Donc il faut que je réapprenne. Et d'ailleurs, je ne parle pas beaucoup de langues. Et pourtant, je vais vous parler de société dans les détails, de tas de choses comme si je maîtrisais parfaitement la connaissance, l'histoire de tout un tas de pays. En fait, je ne maîtrise pas grand-chose. J'ai l'immense avantage d'être en relation avec beaucoup de gens. Et donc, ma science ne vient pas de moi, mais de personnes ou d'institutions qui sont actives dans les sociétés concernées, par exemple aujourd'hui, comme en Russie et en Ukraine,
ou aussi du fait que j'ai étudié pas mal les aspects militaires des choses, ce qui est une chose sur laquelle, parenthèse aussi, en général, les gens en France, les militants de gauche en particulier, considèrent que c'est extrêmement compliqué et qu'en fait on n'y connaît rien et d'ailleurs c'est secret. Je vous dis tout de suite. Premièrement, c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple que si on vous parle des mécanismes de l'inflation ou même du dérèglement climatique. Je veux dire, c'est simple, il y a des faits. C'est assez facile d'avoir les informations, pas les informations ultra détaillées, mais les informations de base. Il faut en gros 2 clics d'ordinateur. Il suffit de le faire et on comprend qu'est-ce que c'est les armements, qu'est-ce que c'est les doctrines d'utilisation des armements, comment ça marche, etc. C'est un point qui évidemment est intéressant à savoir quand on a une guerre. Donc voilà, ma science vient de mes expériences, pas spécialement d'une science infuse, mais surtout de tous mes camarades et toutes mes lectures, des choses comme ça. Ça, c'est une première chose. Donc relativiser ce que je vais dire, hein. Je ne suis pas un gourou qui sait tout. Deuxièmement, on va parler de la guerre en Ukraine, causes, conséquences qui se développent. Je reviendrai tout à fait à la fin de mon petit exposé. J'espère pas trop long, vous m'arrêtez si je suis trop long, parce que ça serait bien qu'on puisse discuter, sur le livre que j'ai fait. Mais d'abord, quelques mots sur la dynamique de la guerre en Ukraine. Alors, la première question qu'on peut se poser, que pose Vladimir Poutine dans son grand discours de 2021, où il explique que l'Ukraine n'existe pas, que c'est une création de Lénine, pour être extrêmement précis, hein, il dit ça. C'est quoi l'Ukraine? Donc là, j'ai mis une carte de l'Ukraine que je vais commenter très brièvement. Donc l'Ukraine, c'est un pays grand comme à peu près la France, beaucoup moins peuplé que la France, puisque la France c'est 60 millions d'habitants, la France métropolitaine, l'Ukraine c'est 40 millions. En fait, on ne sait pas très bien combien il y a d'habitants aujourd'hui en Ukraine, parce qu'il y avait déjà pas mal d'émigration avant cette guerre-ci. Il y en a évidemment maintenant beaucoup de réfugiés qui sont dehors, qui rentrent, qui sortent. Enfin bon, la population de l'Ukraine est un peu inconnue. En plus, évidemment, si on parle de l'Ukraine, on parle de l'Ukraine avec toutes ses composantes, y compris la Crimée, et y compris des territoires de l'Est, du Donbass et d'ailleurs, qui sont occupés par les Russes. Mais c'était quoi l'Ukraine avant? Alors, une chose dont j'ai remarqué qu'en général, on ne le sait pas. Quelquefois, les Ukrainiens eux-mêmes ne le savent pas. L'Ukraine, au XVIIIe siècle, d'abord, l'Ukraine, c'est une langue. C'est la langue ukrainienne. La langue ukrainienne, elle est aussi différente du russe que l'italien l'est du français, à peu près. C'est-à-dire, il y a une intercompréhension mutuelle, mais assez facile, parce que c'est des langues proches, mais quand même, c'est des langues nettement différentes, fixées, en tout cas pour le russe, de manière du début du XVIIIe siècle en réalité, et pour l'ukrainien, fin du XIXe, dans leur fixation, disons, grammaticale moderne, et qui existe depuis bien avant, bien entendu. Deuxièmement, c'est un espace, donc défini aujourd'hui comme ça. Donc il faut se rappeler. Alors d'abord, dans cet espace, tout le monde ne parle pas ukrainien. En plus, il faut aussi bien comprendre ça, c'est un truc qu'en général les gens ne comprennent pas. Dans toute l'Europe centrale et de l'Est, comme d'ailleurs dans d'autres régions du monde, pendant des siècles, et notamment au XXe siècle, on ne parle pas la même langue dans les villes et dans les campagnes. Et on a des groupes ethniques, ou des groupes, appelons-les comme on veut, qui sont très généralement plurilingues. C'est vrai par exemple en Afrique aujourd'hui. 90% des gens sont plurilingues en Afrique. En France, pas tellement. Mais qui parlent avec des différences selon les groupes. Donc, dans l'espace ukrainien, il y avait plusieurs langues, mais il y avait la langue qu'on parlait dans la ville et la langue qu'on parlait dans la campagne, et c'était souvent différent. Par exemple, on parlait souvent russe ou allemand ou yiddish à la ville, et on parlait généralement ukrainien à la campagne. Mais évidemment, il y avait plein de gens qui parlaient les deux. Deuxième chose à comprendre, il y a une histoire impériale ancienne. Toute cette partie-ci, à l'ouest de l'Ukraine, du côté ouest de la grande rivière Dniepr, qui traverse le pays et qui, à certains endroits, fait 40 km de large quand même, hein, à cause des barrages, toute cette partie ouest a été pendant plusieurs siècles sous contrôle de l'Empire austro-hongrois, puis après la Première Guerre mondiale,
de la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Toute cette partie sud, c'est bien toute cette partie sud, et jusqu'au XVIIIe siècle, là, une zone de population intégrée dans l'Empire ottoman à majorité musulmane. Là, c'est complètement oublié. Et toute la partie nord, nord-est, n'est pas très peuplée au XVIIIe siècle. Elle va l'être à la fin du XIXe. Et elle est peuplée de gens qui, soit par l'ukrainien, soit par le russe, avec quelques royaumes indépendants, qu'on appelle les royaumes cosaques, et qui progressivement va être contrôlé par ce qui va devenir plus tard l'Empire russe, c'est-à-dire le Grand-Duché de Moscou, puis l'Empire russe. Au XVIIIe siècle, la Russie de Catherine II prend le contrôle de toute cette zone de l'Est-là, jusqu'ici, toute la côte, et la Crimée, et appelle ça la Nova-Russia, la Nouvelle Russie. Au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Il faut savoir que, à partir de la fin du XVIIIe siècle, progressivement, la population musulmane d'origine, non russophone, elle parle en général tatar ou turc, est éliminée. Quand je dis éliminée, je veux dire physiquement éliminée ou peu à peu assimilée. Il en reste des traces importantes, mais elle est éliminée. Staline essaiera de finir ça par un véritable génocide en 1945. Bon, j'insiste là-dessus parce que c'est complètement inconnu, ça, qu'il y avait 3 Ukraines, en fait. 3 Ukraines fluctuantes. Après la Première Guerre mondiale, tout l'ouest de l'Ukraine, comme je l'ai dit, n'est pas dans l'Union soviétique. Elle est en Autriche-Hongrie avant la Première Guerre mondiale, puis en Pologne et Roumanie, principalement. C'est-à-dire la région de Lviv, toute cette région-là, ça c'est en Tchécoslovaquie par exemple, tout ça c'est en Roumanie. Bon. Et dans ces zones-là, la population ukrainophone qui parle ukrainien est majoritaire, y compris dans les zones contrôlées par la Pologne, etc. Deuxième, donc, premier phénomène historique. Deuxième phénomène historique sur lequel je vais vous prendre un tout petit peu d'attention. Bon. Comme dans toute l'Europe, il y a des États-nations qui se constituent. Alors, nous, on a toujours en tête que l'État-nation, c'est un processus lent qui se construit à partir d'un État fort, qui est le Royaume de France. Il faut savoir que la France, c'est le prototype original de l'État-nation mondial. C'est le Royaume de France qui devient le premier État-nation du monde à partir du XVIIe siècle, peut-être avant. Certains font remonter même jusqu'à Philippe Auguste. Bon. Dans la plupart des autres endroits, ça ne se passe pas comme ça. L'État-nation est une création assez récente, y compris dans la zone comme générale de l'Europe centrale dont on parle. À part la Pologne, les États-nations sont de création récente, c'est-à-dire ils datent de 1918. Je ne sais pas qu'il n'y avait pas des États avant, mais ce n'étaient pas les États-nations auxquels on fait référence aujourd'hui avec cette idée un État égale une nation, qui est une idée baroque à l'échelle du monde. C'est pas du tout comme ça que le monde a vécu pendant des siècles. Mais voilà, la modernité, c'est il y a des États, et ces États incarnent des nations, et les nations, c'est quelque chose de relativement homogène, disons, pour simplifier. Alors que, comme je vous ai dit, la population était beaucoup plus hétérogène qu'elle en a l'air. Donc il va se créer un État tchécoslovaque, qui beaucoup plus tard éclatera entre État tchèque et État slovaque. Ça n'existait pas avant. Il y avait un royaume de Bohême dont les rois parlaient allemand. Il va se créer un État roumain. L'État roumain, c'est assez récent, c'est le 19e siècle. Il n'y avait pas d'État roumain avant. Il y avait plein de trucs qui existaient, mais bon. Je ne parle pas de l'État moldave, qui est encore plus récent. Et puis, il va tenter de se créer un État ukrainien. En 1918. J'insiste là-dessus parce que ce moment, 1918-1920, c'est très court, mais surtout, enfin dans tout le territoire actuellement considéré comme l'Ukraine, le phénomène nationaliste ukrainien apparaît en force. C'est-à-dire, il y a une aspiration forte de la population, ou du moins des couches moyennes des villes en particulier, mais enfin quand même quantité importante, voire majoritaire de la population, de s'exprimer comme ukrainien.
et de créer un État ukrainien. En 1918, dans le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale, puis du début de la guerre civile consécutive à la Révolution russe, vous avez 5 ou 6 armées qui se battent dans la région, et en particulier autour de Kiev et dans toute la région, dans toute l'Ukraine. La majorité de ces armées, quasi toutes, se réclament de l'Ukraine. C'est-à-dire, vous avez les nationalistes ukrainiens de Petliura, qui sont au pouvoir à Kiev, et qui décrètent la République démocratique d'Ukraine, c'est-à-dire le drapeau qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui de l'Ukraine, le trident qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui de l'Ukraine, il date de cette époque-là. Ce sont des sociodémocrates, des gens qui viennent du Parti socialiste révolutionnaire ou du Parti social-démocrate menchevique, donc plutôt qui se réclament vaguement du socialisme, mais enfin c'est aussi surtout des nationalistes ukrainiens, qui prennent le pouvoir. Il y a une armée allemande qui a tenté de mettre au pouvoir des dirigeants ukrainiens pour créer une république ukrainienne dominée par l'Empire allemand, mais comme l'Empire allemand perd la guerre, les Allemands sont éliminés. Il y a une révolte anarchiste dirigée par des gens qui se disent anarchistes, notamment Nestor Makhno, le grand leader de cette révolte. Là aussi, au-dessus, là, dans toute la zone de Zaporijie, là, ici, là où il y avait les anciens royaumes cosaques, qui sont donc des anarchistes au sens politique du terme, des anarcho-communistes, qui lèvent une armée et qui se réclament de l'Ukraine. Ce sont des anarchistes ukrainiens, la plupart parlent russe, mais ce sont des anarchistes ukrainiens. Et il y a les bolcheviks de l'armée rouge, avec des Ukrainiens à leur tête, qui installent la République socialiste d'Ukraine à Kharkiv, dans l'Est, alors que les nationalistes sont au pouvoir à Kiev, qu'il y a encore des débris d'armée allemande à l'ouest. Vous voyez, donc le bordel, tout ça, tout le monde dit qu'il est ukrainien. Pour exister, il faut dire qu'il est ukrainien. La grosse armée qui n'est pas ukrainienne à l'époque, c'est l'armée russe, qu'on appelle les Blancs, les tsaristes, du général Dénikine, soutenu par les Anglais un peu et les Français beaucoup, qui cherchent à reconquérir l'Ukraine pour le compte du tsar. Eux, ils ne sont pas du tout ukrainiens, ils sont russes. Bon, ce moment historique précis, donc ça dure très peu de temps, mais nous fait comprendre qu'à ce moment-là, il y a une chose qui apparaît comme une évidence, et ça apparaît comme une évidence, par exemple, aux leaders bolcheviques Lénine et Trotsky. Ça apparaît comme une évidence, l'Ukraine existe. Et l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Et il y a une domination coloniale, mais un peu des guillemets coloniale, vous avez creusé ce thème, de la Russie sur l'Ukraine. Lénine précise plus précisément ce qu'il veut dire par là. Et ça aussi, c'est très intéressant quand on voit la suite. Il explique que l'Ukraine, c'est l'Irlande de la Russie. C'est-à-dire le rapport entre l'Ukraine et la Russie, c'est du même genre que le rapport entre l'Angleterre et l'Irlande. Non pas que l'Irlande et la Russie, et l'Irlande et l'Ukraine, c'est la même chose, bien entendu, c'est pas la même chose. Mais le rapport de la puissance dominante à la puissance dominée est du même ordre. À un moment, il dit aussi, c'est un peu, alors c'est moins évident comme évidence, mais il dit c'est un peu l'Algérie par rapport à la France, l'Ukraine. Bon, mais la proximité linguistique, culturelle, etc., qui peut exister entre Irlande et Angleterre est beaucoup plus proche de ce qu'on va trouver en Ukraine. Mais il y a bien cette idée, il y a une domination, et pour en sortir, il faut que l'Ukraine ait son autonomie. Et donc, il n'est pas question, quand on étend la révolution sur le territoire ukrainien, d'en faire la Russie soviétique. Il est question d'en faire la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui sera une des composantes de la future Union soviétique. Bon. C'est très, très, très important, parce que toute la symbolique qui suit date de cette époque, comme je l'ai dit, et parce que, visiblement, il y a un fait qui s'est passé là, qui est l'existence quasi indiscutable, même si tout le monde n'y adhère pas forcément à l'époque, qu'il y a un nationalisme ukrainien, qu'il y a une nation ukrainienne. Après, comment on traduit ça politiquement, c'est une autre question. La façon dont les bolcheviks le traitent, c'est en écrabouillant les nationalistes, en passant au passage, après s'être allié avec eux, en écrabouillant aussi les anarchistes, et en instaurant une république socialiste soviétique qui se veut alliée de la république soviétique russe dans l'ensemble de l'URSS.
mais en reconnaissant l'ukrainité. Troisième chose, je ne sais plus combien tienne, peu importe, pour bien comprendre comment ça fonctionne cette histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, cette zone-là, au XVIIIe siècle, elle est très vide. Il y a des agriculteurs, il y a des terres assez riches, surtout près du Dniepr, mais il y a des zones plus stépiques, plus désertes, et il y a une population relativement limitée. Ça change complètement à la fin du XIXe siècle, parce qu'on découvre les plus beaux, les plus gros gisements de charbon d'Europe dans cette zone-là. Et le capital international s'installe massivement dans ce qu'on appelle le Donbass, donc cette zone-là, et dans toute cette zone de l'Ukraine va se développer une industrie, avant la Première Guerre mondiale, une industrie ultramoderne. Charbon-acier. Après la création de l'Union soviétique, bien entendu, toute cette zone, Donbass, plus loin à l'ouest, va devenir la principale base industrielle de l'Union soviétique. Pas une base importante, la principale. Et évidemment, toute une population immigrée, disons pour simplifier, de l'ensemble de l'espace soviétique, vient travailler là. Les populations qui s'installent là, qui sont des populations locales, ça peut être des paysans qui parlent ukrainien, qui sont des populations qui peuvent venir de très loin dans l'Empire russe et qui parlent russe, les populations locales vont devenir la classe ouvrière de cette zone. Disons pour simplifier, qui sont majoritairement russophones. Ils sont d'origine variée, mais ils sont majoritairement russophones et ouvriers. Ils sont mis en avant dans l'imaginaire soviétique comme les héros absolus de l'Union soviétique. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mineur Stakhanov. Bon, le mineur Stakhanov, c'est un Ukrainien du Donbass. Ou c'est un Russe du Donbass, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, il est du Donbass. Alors ça modifie un peu parce que, contrairement à une image qu'on a assez volontiers ici aujourd'hui, cette zone-là, c'est la zone riche, et cette zone-là, c'est la zone pauvre. Quand vous écoutez certains, vous avez exactement l'impression inverse aujourd'hui. Et la zone de l'Ouest, elle est rurale, elle est beaucoup moins industrielle, et elle est plus traditionnelle, disons. Et donc elle est, en plus, comme je vous ai dit, avant la Deuxième Guerre mondiale, elle est sous contrôle polonais, principalement. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle est sous contrôle soviétique. Voilà, ça c'est des arrière-fonds pour comprendre ce qui s'est passé après. Ce qui me permet de vous souligner certains points essentiels pour comprendre la suite. Il y a une personnalité ukrainienne, personne ne la conteste, y compris les russophones. Un tiers de la population ukrainienne est russophone de langue maternelle. Une grosse moitié de la population ukrainienne est ukrainophone de langue maternelle. Une petite moitié, ça fait plus que 100% à la fin, vous allez voir, une petite moitié de la population ukrainienne parle un mélange d'ukrainien et de russe, qui par exemple est du russe avec la grammaire ukrainienne qui est plus simple. Une majorité de la population ukrainienne parle russe et ukrainien selon de quoi elle parle. C'est-à-dire, quand on parle de la cuisine, on parle en ukrainien, et quand on parle de la politique, on parle en russe. Par exemple, quand il y a la révolution de Maïdan en 2014, les 3/4 des discours politiques à la tribune, y compris par des nationalistes ukrainiens enflammés, ils sont en russe. Parce que c'est la langue, c'était, c'est plus ça, hein. C'était la langue de la politique. Donc quand on faisait de la politique, on parlait en russe. Zelensky, président ukrainien actuel, quand il fait sa campagne électorale, il parle en quelle langue à votre avis? En russe, absolument. Il apprend l'ukrainien parce qu'il est élu. Il apprend l'ukrainien assez facilement. Je veux dire, il a l'ukrainien dans l'oreille. Mais lui, il est d'une famille juive, russophone, ouvrière de Kryvyi-Rih. Kryvyi-Rih, c'est là. C'est un centre de la Syrie. Et donc, il est... quand il fait son fameux feuilleton Serviteur du peuple, il est 80% de la langue parlée dans ce feuilleton, c'est du russe. Il y a des blagues sans arrêt sur le rapport entre russe et ukrainien, les gens qui parlent mal, tout ce que vous voulez. Ça fait partie des blagues incompréhensibles pour nous parce qu'on ne maîtrise pas les langues, mais qui font hurler de rire tous les Ukrainiens à l'époque. Parce qu'évidemment, c'est un problème. 100% des Ukrainiens sous l'Union soviétique comprennent le russe.
60-70% des Ukrainiens sous l'époque soviétique comprennent l'ukrainien. Bon. Donc quand on nous dit d'un côté il y a les russophones, de l'autre côté il y a les ukrainophones, non, c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Pas du tout, ça ne marche pas du tout comme ça jusqu'à 2022. Et ça s'explique par cette histoire. Hein. Je vous rappelle en plus que c'est de la plaide, donc ça circule, ça bouge, ça va toujours bouger. Bon, alors il y a des gens qui parlent, dont la langue maternelle n'est ni russe ni ukrainien. Mais ils sont marginaux, mais il y en a. Il y a des Tatars qui parlent tatar, c'est une langue turco-mongole, mais qui ont été massacrés par Staline, comme j'ai dit. Il y a des minorités importantes autres, notamment hongroises, qui parlent hongrois comme langue maternelle. C'est des langues qui sont reconnues officiellement dans l'Ukraine soviétique comme dans l'Ukraine indépendante. Il y a des Roumains, des gens qui parlent roumain. Il y a des Juifs. Alors la grande majorité des Juifs d'Ukraine, c'était des millions les Juifs d'Ukraine, hein. La grande majorité des Juifs d'Ukraine étaient bilingues, yiddish, donc une langue d'origine germanique, la majorité germanique, yiddish, russe, et avec comme langue maternelle le yiddish, mais malheureusement, l'immense majorité des Juifs d'Ukraine a été massacrée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis et leurs alliés. Mais il en reste encore un peu des Juifs malgré tout, mais souvent ils sont russophones plus que yiddishophones, quand il en reste. Bon, voilà un peu le paysage. Peut-être vous avez juste des questions là-dessus d'ailleurs, sur ce petit état des lieux, oui? Ils sont quand même pas... la comparaison avec l'Irlande et l'Angleterre, ils n'ont pas la même religion, alors que là, l'orthodoxie, c'est quand même beaucoup plus proche. Alors, oui et non. Si vous prenez l'Irlande en vrai, au XVIIIe siècle, vous avez tous les nobles qui sont protestants, et l'immense majorité de la population paysanne est catholique. Et une partie de la population du nord de l'Irlande est presbytérienne, c'est-à-dire est protestante, mais pas anglicane. Vous avez eu 2 présidents de la République irlandais depuis l'indépendance de l'Irlande qui ont été protestants, mais anglicans. Parce que c'est le conflit catholique-protestant, appelé faussement catholique-protestant d'Irlande du Nord, est un conflit entre des presbytériens et des catholiques pour des raisons politiques. D'ailleurs, eux-mêmes ne se décrivent ni comme protestants ni comme catholiques, ils se décrivent comme républicains, anti-monarchie anglaise, ou comme loyalistes, loyal à la monarchie anglaise. Donc il y a bien sûr une dimension religieuse, patriarcale religieuse qui existe en Irlande, qui est indéniable, mais qui n'est pas exactement ce qu'on raconte. Dans le cas de l'Ukraine, d'abord, l'Ukraine n'est pas très religieuse, surtout après la période soviétique, qui était anti-religieuse, donc ce n'est pas que la religion a disparu, elle existe tout à fait, mais l'église ukrainienne est une église orthodoxe, liée jusqu'à il y a quelques mois, liée sous l'autorité du patriarcat de Moscou. Ce n'est pas le cas de toutes les églises orthodoxes de l'ex-Union soviétique. Mais celle d'Ukraine était liée au patriarcat de Moscou. Donc elle est quelque part branchée sur Moscou, si je puis dire comme ça. Et évidemment, c'est l'église majoritaire de loin, même dans une population qui n'est pas si christianisée que ça. Les musulmans, il y en a encore un peu, ils sont éradiqués, mais dans l'ouest de l'Ukraine, toute cette zone-là, la majorité de la population est ce qu'on appelle des uniates, c'est-à-dire, je vous explique parce que ce n'est pas évident, ce sont des chrétiens de rite grec, c'est-à-dire où les prêtres peuvent être mariés, catholiques, c'est-à-dire rattachés au pape. Rattachés au pape pour des raisons politiques au XVIIIe siècle. Et une partie des nationalistes ukrainiens historiques viennent de ce milieu-là, de ce milieu qu'on appelle quelquefois grec-catholique, qui se différencie tout à fait des Polonais, parce que les Polonais, ils sont catholiques latins. Donc, par exemple, ils ne disent pas la messe en la même langue. Et par exemple, les prêtres catholiques polonais ne peuvent pas se marier. Les prêtres catholiques uniates peuvent se marier. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que le père d'un des fleurons sinistres, à bien des égards du nationalisme ukrainien, Stéphane Bandera, son père était pope grec catholique. Donc il y a aussi une dimension religieuse.
mais elle n'est pas très importante dans le contexte. Mais néanmoins, le fief du nationalisme ukrainien dur, disons, il est quelque part dans ces zones catholiques, grecques, uniates. Autre question? Oui? Oui, moi ça me fait mieux comprendre maintenant tout cet imbroglio que vous êtes en train d'expliquer, pourquoi ce docteur Zamenhof, qui était en limite d'Hongrie, Slovaquie et Ukraine, là, tout ça a créé, a eu cette idée de créer une langue internationale qui s'appelle l'espéranto. Absolument, c'est pas parce qu'il était tellement outré de devoir qu'au quotidien, toutes ces langues, toutes ces religions se heurter les unes aux autres, on comprend mieux ça. Oui, c'était des langues, c'était aussi des classes sociales, hein. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que vous aviez donc la majorité des paysans qui parlent ukrainien, même à l'est. Vous avez la majorité des ouvriers qui parlent russe, même à l'ouest, mais il y a beaucoup moins d'ouvriers à l'ouest. Vous avez, comme je vous ai dit, beaucoup de gens qui parlent tout ça mélangé. Et vous avez, par exemple, la ville la plus russe d'Ukraine, elle n'est pas là. Elle est là. C'est Odessa. Qui a été créée par Catherine II. Vous savez, si vous allez en Bretagne, et que bon, la langue bretonne a largement disparu, mais que vous écoutiez les langues au début du XXe siècle, telles qu'elles étaient parlées, quand vous rentriez dans Brest, vous rentrez dans une ville francophone, dans Brest. Tout autour, la campagne était bretonnophone. Parce que Brest était la ville-port du roi. Odessa, c'est la ville-port du tsar. Sauf qu'en plus, Odessa, c'était le port de toute la périphérie. Hein, c'est pas un hasard si c'est jumelé avec Marseille. Et donc à Odessa, vous aviez, comme d'ailleurs dans cette zone-là, et un peu là à l'époque, vous aviez énormément de Grecs. D'ailleurs, Odessa, vous savez ce que ça veut dire, Odessa? Odysseus, Ulysse. Et toutes les villes qui s'appellent en Paul, Mariupol, tragiquement connu, Sébastopol, Simferopol, tout ça, le Pôle, c'est polis, ça veut dire que c'est des villes créées par les Grecs, mais par les Grecs de l'Antiquité même. Hein. Donc effectivement, on a cet imbroglio, avec des nuances, etc., dans une entité qui a quand même une histoire commune forte. Alors évidemment, elle a une histoire commune beaucoup plus forte depuis qu'il y a la guerre actuelle, hein, parce que ça modifie probablement pour toujours l'équilibre linguistique et psychologique de la région. Mais bon, ça, on pourra en parler. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je continue. Bon. Donc, j'ai insisté sur ce premier aspect parce que ça me semble à la fois pas très bien compris et très important pour comprendre la suite. Alors, bon, comme j'ai dit, dans l'Union soviétique, l'Ukraine, c'est le fleuron, quelque part, même si l'Union soviétique, surtout avec Staline, qui, je rappelle, a tué plusieurs millions d'Ukrainiens lors de la grande famine qu'on appelle l'Holodomor dans les années 30, mais a donné à l'Ukraine un privilège en 1945 d'être membre fondateur des Nations Unies, tout en n'étant pas indépendant. Ça aussi, c'est peu connu. L'Ukraine était membre des Nations Unies comme la Biélorussie et le reste de l'URSS. Bon, ils ne votaient jamais différemment de l'URSS. C'était un cadeau de Staline à l'Ukraine, surtout. Un cadeau symbolique, parce qu'après les avoir massacrés, l'Ukraine a été ravagée, mais à un point qu'on n'imagine pas, par la Deuxième Guerre mondiale. J'ai parlé des Juifs, c'est le pays qui a le plus souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule famille qui n'a pas des morts. Donc ça laisse des traces fortes, qui ont des effets contradictoires après, mais ça laisse des traces fortes. L'Ukraine a été en guerre civile, dans le contexte de la guerre mondiale, jusqu'en 1954, dans l'ouest de l'Ukraine. Ça aussi, c'est totalement oublié. Donc avec tout ce que vous pouvez imaginer comme ressentiments qui peuvent rester, de gens qui sont... Parce qu'il y avait des commandos nationalistes ukrainiens aidés par les Américains contre les Soviétiques, et qu'il y avait un commissaire spécial, envoyé par Staline, juste après la guerre, qui était chargé de les éradiquer, il s'appelait Khrouchtchev, qui d'ailleurs est à moitié ukrainien, et qui a donné la Crimée à l'Ukraine parce qu'il était à moitié ukrainien. Bon, on pourra parler de la Crimée si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, toujours est-il que cette Ukraine soviétique, après, vit dans l'Union soviétique aussi mal ou aussi bien que tout le monde,
sauf les mineurs du Donbass qui se sentent fierté de l'Union soviétique. Donc ils ne sont pas tellement bien payés, ils ont des conditions de travail difficiles, mais ils sont extrêmement fiers de ce qu'ils sont. Et ça, c'est un sentiment, les sidérurgistes aussi, mais surtout les mineurs. Et c'est un sentiment, indéniable. Arrive la fin de l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique entre en crise bien avant la fin officielle de l'Union soviétique. Mais quand Boris Yeltsin décide de dissoudre l'Union soviétique, parce qu'il faut rappeler, ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas je ne sais qui a décidé de dissoudre l'Union soviétique, c'est Boris Yeltsin. Il le fait en accord avec le dirigeant biélorusse et le dirigeant ukrainien, c'est-à-dire les dirigeants des partis communistes de Biélorussie et d'Ukraine de l'époque, et ils mettent devant le fait accompli les autres, d'ailleurs les autres républiques, et ils dissolvent l'Union soviétique. Et donc l'Ukraine proclame son indépendance en 1991. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, l'indépendance, dans le contexte post-soviétique, ça veut vouloir dire quoi? Bon. Mais il y a un référendum. Un référendum qui est... Je vous ai dit, les gens ne comprennent pas très bien, ils ont l'impression que l'indépendance, quand même, en gros, ça va être la prospérité. Donc ils sont plutôt pour, mais ils ne savent pas très bien ce que ça signifie. Le référendum n'est pas truqué. Il est biaisé par ce que je viens de dire, on ne sait pas très bien pourquoi on vote, mais il n'est pas truqué. Et les résultats sont extrêmement intéressants. Sur l'ensemble de l'Ukraine, le résultat, c'est 90% de vote en faveur de l'indépendance. Sur l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire ces zones lignates, rurales de l'ouest, c'est 95% pour l'indépendance. Dans certains endroits, 100%. Sur l'est de l'Ukraine, le Donbass, ici, c'est 80% pour l'indépendance. En Crimée, c'est 55% pour l'indépendance. Donc ces différences sont intéressantes. Elles indiquent quelque chose. Que la Crimée, c'est pas pareil tout à fait, mais aussi que la grande majorité des gens sont pour l'indépendance, mais après on verra bien ce que ça veut dire. L'effondrement de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Ukraine, l'un derrière l'autre, aboutissent à la même chose. C'est-à-dire que c'est une catastrophe avec un K majuscule, si je puis dire, pour toute l'Union soviétique. Parce que c'est le départ d'un mécanisme qui a d'ailleurs démarré avant la chute de l'Union soviétique, de pillage généralisé des ressources. Pillage généralisé par des locaux, qu'on va appeler les oligarques. Les systèmes financiers, bancaires notamment occidentaux, vont favoriser ça. C'est pas eux qui le déclenchent, mais ils vont le favoriser. Donc ils vont proposer des prêts, etc. Avec l'idée, on va construire des conglomérats capitalistes, disons, pour simplifier. Mais le mécanisme est interne aux sociétés, ukrainiennes comme russes, comme d'ailleurs dans les autres républiques, enfin dans l'ensemble de l'Union soviétique, avec des différences selon le développement, mais très très fortement en Russie et en Ukraine. Le résultat, c'est qu'une partie de la population se trouve appauvrie, mais d'un seul coup, de manière dramatique. C'est la population des retraités, parce que le rouble s'effondre, donc là c'est partout, et c'est la population des ouvriers des anciennes catégories considérées comme supérieures dans l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire des mineurs, des sidérurgistes, des ouvriers de grande industrie. En particulier dans le Donbass. D'un seul coup, le Donbass, zone héroïque de l'Union soviétique, devient la merde absolue, les ploucs, et l'endroit où 80% des mines de charbon sont utilisées de manière frauduleuse pour la contrebande. Mais en quelques mois. Et là, sur ces bases-là, en Donbass comme ailleurs, un certain nombre de personnes se font des fortunes colossales. Ils liquident, ils récupèrent tout ce qui est rentable, ils vendent ce qu'ils peuvent vendre à l'extérieur ou ils le récupèrent pour eux, et puis le reste, démerdez-vous, l'État n'a qu'à s'en occuper, l'État est en faillite totale. Cette période à laquelle l'Occident est plus passif qu'actif. Bien entendu, la tendance générale du néolibéralisme, du capitalisme joue dans ce sens. Mais il n'y a pas une volonté précise de l'Occident de foutre tout en l'air. Il y a tout en l'air sur le plan économique, j'entends.
il y a un mécanisme qui se met en place qui va bien entendu profiter aussi à des banques occidentales largement, à des compagnies qui en profitent pour acheter des trucs, enfin, etc. Les Français ne sont pas les derniers. Mais le sentiment général de la population est un sentiment de déclassement très fort. Donc l'indépendance n'a pas apporté ses rêves, y compris en Ukraine. Mais en Ukraine, la grande majorité des gens ne remettent pas en cause l'indépendance. Ils pensent que ça ira mieux demain. Ensuite, la Russie et l'Ukraine évoluent de manière très différente. Dans les deux pays, c'est le règne des oligarques, de la corruption. Alors, elle existait aussi déjà avant, mais la corruption devient systémique. Et de la grande corruption, c'est-à-dire les oligarques, qui ne payent pas d'impôts, qui ont leur fortune dans les banques, dans les paradis fiscaux, etc. Mais avec une énorme différence entre la Russie et l'Ukraine. En Russie, va se reconstituer un pouvoir central fort, avec Poutine et avec la prise de pouvoir des Skliboki, c'est-à-dire d'un noyau dur des services secrets. Ce pouvoir central fort va mettre de l'ordre. Avec ou sans guillemets, mettre de l'ordre. C'est-à-dire que, par exemple, Poutine, dans les années 2000, réussit à rétablir un système de santé qui était totalement en train de disparaître par privatisation, corruption, etc. Il réussit à sauver un système éducatif qui était pareil, en train de disparaître. Je ne dis pas qu'il fait des merveilles, mais il réussit ça, donc ça lui crée une vraie popularité auprès des populations ordinaires, pas celles que voient leurs enfants dans les écoles privées américaines, bien sûr. En Ukraine, il y a des tentatives de faire ça, ça ne marche pas très bien, et le pouvoir central n'est pas fort du tout. Donc on a en Ukraine, pendant une génération, un système dans lequel il y a une liberté de la presse quasi totale, il y a une liberté d'association assez grande, il y a des partis politiques qui sont tous financés et organisés par un oligarque, je dis bien tous, sauf des groupuscules, la bataille pour le pouvoir central se fait entre oligarques et leurs factions. Et personne ne gagne. À chaque élection, sauf une, enfin presque à chaque élection, il y a alternance. Ceux qui avaient gagné avant perdent, et ceux qui avaient perdu avant gagnent. Les élections ne sont pas truquées, hein. Elles sont achetées quelquefois, mais elles ne sont pas truquées. Donc il y a une alternance permanente, parce qu'il y a une société, non corsetée, mais en même temps hésitante, ne sachant pas trop où aller, avec des évolutions où on voit des votes très différents. Si on part de là et qu'on va là, on ne vote pas pareil. Mais entre les deux, il y a toute la gamme des positions. On va appeler, pour simplifier, ici, pro-européenne. Bon, là où je mets le bon doigt, c'est les Hongrois qui habitent, mais bon. Et là où je mets mon doigt, c'est les Grecs qui habitent, mais bon. Pro-russe. Ça correspond à quelque chose, mais pas vraiment. Parce que si on prend les oligarques eux-mêmes, je vais prendre un exemple, le grand leader de la droite nationaliste ukrainienne des années 2014, Poroshenko, il fait un tiers du chiffre d'affaires de son affaire de chocolat, parce que c'est le magnat, l'oligarque du chocolat, en Russie. Si on prend Rimat Armenzov, le grand oligarque du Donbass, il fait les 3/4 de son chiffre d'affaires en Ukraine. Donc en réalité, les oligarques, j'allais dire, ils n'ont pas de patrie, il y a un peu de ça. Mais ils ont des intérêts variables. Et on a cette situation qui ne cesse pas de se renverser, changer, bouger, pendant que la société se dégrade comme elle peut et tend à s'auto-organiser. Cette évolution aboutit à plusieurs révoltes, mouvements sociaux. Le premier, c'est ce qu'on a appelé la Révolution Orange, en 2008, si je ne m'abuse, qui fait tomber un pouvoir plutôt considéré comme pro-russe, au profit d'un pouvoir plutôt considéré comme pro-occidentaux, mais je mets des bémols là-dessus, parce que, par exemple, comment il s'appelle, Tymoshenko, la grande leader de la Révolution Orange, elle est aussi une oligarque, et la majorité de ses revenus viennent de Russie. Et elle est considérée comme ultra pro-occidentale. Donc vous voyez, c'est pas du tout aussi simple ce qu'on croit. Tout ça d'ailleurs avec les partenaires occidentaux, européens, etc., qui trouvent bien, très bien qu'il y ait ces interfaces et tout, qui permettent de faire du business dans toute la zone. Donc la première révolution orange, avec des mouvements de la jeunesse scolarisée, des couches moyennes supérieures surtout,
à Kiev qui renverse le pouvoir en place. Et puis les oranges, entre guillemets, soi-disant démocrates, qui ont promis de lutter contre la corruption, s'avèrent corrompus et pas tellement démocrates, et toujours aussi oligarques. Donc ils sont renversés à nouveau, cette fois-ci par Yanukovych, c'est-à-dire les réputés pro-russes, qui accentuent le mouvement sans totalement le développer vers la Russie et qui sont plus autoritaires, ce qui crée le deuxième mouvement social, beaucoup plus important, celui qu'on a appelé Maïdan, qui est d'abord un mouvement un peu comme le premier, c'est-à-dire des classes moyennes supérieures à Kiev, mais qui, suite à la répression, va devenir un mouvement qui va s'étendre jusqu'à Kharkiv. Pas tellement à Odessa, hein, mais jusqu'à Kharkiv. C'est-à-dire jusqu'à là-haut. Anti-autoritaire, anti-corruption. Pas forcément pro-occidental. Pro-occidental pour beaucoup, mais pas pour tous. Et qui va aboutir à la fuite de Yanukovych, et qui va être présenté par Vladimir Poutine dès cette époque comme un coup d'État nazi. Bon, je fais bref parce que c'est de l'histoire connue, mais je voulais ressouligner comment ça s'est passé. Parce que le suite de l'engrenage, c'est que à la suite de cette révolution que les Ukrainiens appellent eux-mêmes révolution de la dignité, et d'où ils vont chercher ce mot d'ailleurs, révolution de la dignité. Vous avez une idée ? Ils vont chercher sur la place Tahrir au Caire. C'est-à-dire qu'ils s'identifient au mouvement des printemps arabes. Avec l'idée de base, on ne peut plus supporter la corruption. On ne sait pas comment on va s'en sortir de la corruption, mais on ne peut plus supporter. C'est l'idée de base. Après, tu as ceux qui pensent, oui, mais plus on sera vers l'Union européenne, mieux ça sera. Ceux qui pensent, non, ce n'est pas le cas, mais ça, c'est secondaire par rapport à cette première revendication. Il y a des petits groupes d'extrême droite qui sont extrêmement actifs et surtout visibles. Il y a des groupes d'extrême gauche qui se sont cassés la gueule par les groupes d'extrême droite. Mais il n'y a pas un coup d'État nazi. Les groupes d'extrême gauche étaient mes amis. D'ailleurs, ils sont encore là. Dans ce contexte, il se passe plusieurs choses. Vladimir Poutine envahit la Crimée, sans coup férir. C'est-à-dire les forces spéciales russes prennent le contrôle de la Crimée presque sans bavure, enfin, sans affrontement. Il n'y a pas vraiment d'armée ukrainienne à l'époque, de toute façon. Il y a certainement une partie de la population russe de Crimée qui est favorable. Pas toute la population, loin de là, vu le nombre de gens qui sont expulsés ou qui foutent le camp, mais une partie de la population est certainement favorable. Et ensuite déclenche les insurrections dans le Donbass de séparatistes. Ils sont dirigés généralement par des voyous ou par des gens notoirement d'extrême droite. Hein. Par exemple, il y a un des groupes qui s'appelle les Sangs Noirs. Les Sangs Noirs, c'est la référence au mouvement antisémite de l'époque russe, mais qui se prétendent des Républiques populaires de Louhansk et République populaire du Donetsk. Il y a des combats, c'est très confus. Ils échouent complètement à Kharkiv, ils réussissent plus ou moins à Donetsk, et ensuite on a une guerre qui va durer 8 ans. Donc je passe sur les détails, on pourrait y revenir si vous voulez, mais la guerre d'aujourd'hui commence en 2014. Il y a un massacre de militants d'extrême droite et de gauche par des militants d'extrême droite. Les premiers, ceux qui sont massacrés, sont supposés pro-russes. Les seconds, ceux qui massacrent, sont supposés nationalistes ukrainiens, à Odessa, qui sert de prétexte à Poutine pour justifier le soutien aux séparatistes et la sécession de la Crimée, alors qu'il se déroule après que ça ait commencé. Mais ça ne veut pas que ça se passe dans le calme. À Kiev, ça se passe relativement dans le calme, mais ailleurs, ça dépend. Et donc là, on entre en réalité déjà dans la guerre actuelle. Bon, la guerre actuelle, vous la connaissez beaucoup mieux, aussi bien que moi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut bien comprendre que pour beaucoup d'Ukrainiens, la cassure, c'est 2014. C'est pas 2022. Y compris pour les Ukrainiens. Alors, il faut voir qu'il y a une mutation qui s'opère dans la société ukrainienne, dans la vie politique ukrainienne, entre 2014 et 2022, qui passait un peu inaperçu ici. Donc, en 2014, le parti qui gagne les élections et qui est au pouvoir est dirigé par un type qui s'appelle Poroshenko, donc le grand producteur de chocolat de la région. Politiquement, il se situe
il a un discours nationaliste ukrainien, et il se situe bien à droite, au sens néolibéral du terme, et même aussi au sens conservateur du terme jusqu'à un certain point. Moi, je pense que c'est surtout de l'opportunisme, mais il est, disons pour simplifier, à droite, clairement à droite. Il a dans son gouvernement, au moment où il est au pouvoir, un ministre d'extrême droite, clairement d'extrême droite, qui s'appelle Svoboda, qui est un groupe qu'on peut sans aucun doute classer à l'extrême droite. Mais ça ne fait pas un gouvernement d'extrême droite, ça fait un gouvernement de droite corrompu. Bon. Corrompus comme les précédents, ni plus ni moins. Mais se réclamant, se disant, se voulant pro-européen. Reste à savoir ce que ça veut dire pro-européen, mais bon. En tout cas, il est élu. Aux élections suivantes, le même sortant, qui se représente, est très sèchement battu par ses rivaux de droite, et surtout par un candidat surprise qui s'appelle Zelensky. Alors là, 2 mots sur Zelensky, c'est qui? Donc Zelensky, c'est un acteur extrêmement populaire, d'ailleurs très talentueux, russophone juif, qui vient donc de Kryvyi Rih, je parlais tout à l'heure, ville de métallurgie, et qui fait, avec sa bande, a fait un feuilleton que je vous conseille d'aller voir s'il est encore sur Arte, parce qu'il est absolument hilarant, un peu compliqué à comprendre quand on ne connaît pas les détails de la vie politique ukrainienne, mais qui est une mise en boîte de la vie politique ukrainienne détaillée, ciblant très précisément les différents leaders, les différents... évidemment avec des noms d'emprunt, mais tout Ukrainien les reconnaît, suffisamment, ciblant très précisément les différents oligarques, pareil, noms d'emprunt, mais tout le monde les reconnaît, dont les dialogues se déroulent majoritairement en russe, qui d'ailleurs est diffusé avec un énorme succès, les 4 premiers épisodes en Russie, et qui est immédiatement arrêté, parce qu'on se fout de la gueule du pouvoir, c'est pas possible, et qui a un succès gigantesque. Et donc, l'oligarque, c'est un aussi, qui finance la boîte de prod de la bande du Splendide. Moi, je veux dire, la bande du Splendide, c'est que si on veut comparer Zelenko et sa bande à quelqu'un, c'est exactement la bande du Splendide, avec Thierry Lhermitte dans le rôle de Zelensky. Et puis ils ont Gérard Jugnot, enfin voilà, c'est une bande comme ça. Ils ont un énorme succès avec leur feuilleton. L'oligarque leur dit, et si on se présentait aux élections pour faire de la pub à la boîte de prod? Ouais, tu vois, c'est marrant. C'est un peu une candidature Coluche, quelque part. Bon. Et ils se retrouvent avec 40% des voix au premier tour et 73% au deuxième, contre la droite. Donc évidemment, ils sont un peu pris de court. Sur un programme très flou, mais avec 2 points essentiels: faire la paix avec les Russes et donc trouver un arrangement possible avec les Russes, et arrêter la corruption. Arrêter la corruption, c'est toutes les élections précédentes, tous les électeurs avaient dit on vote pour celui qui veut arrêter la corruption, ah ça ne marche pas, on va en trouver un autre, etc. Donc, comme il a dit, faire la paix avec les Russes, Vladimir Poutine explique, c'est un nazi. C'est en clair, il le dit à l'époque. C'est un clown et c'est un nazi. Il est manipulé par les nazis. Une des différences avec Poroshenko, c'est qu'il n'y a pas de ministre d'extrême droite dans son gouvernement. L'extrême droite est passée de 10% des voix à 2% des voix, et il y a un seul député d'extrême droite dans toute l'Assemblée nationale ukrainienne. Donc il a fait reculer l'extrême droite en réalité, avec des chiffres qui feraient frémir la gauche française, hein, ou ailleurs en Europe. Mais bien entendu, comme les autres, il ne va pas y arriver. D'ailleurs, dans son feuilleton, il racontait qu'il n'y arrivait pas. Ben là, il n'y arrive pas plus, donc il n'arrive pas à lutter contre la corruption, il ne règle absolument pas la question avec la Russie, rien ne marche très bien. Donc il perd de la popularité, on ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la guerre. Évidemment, avec la guerre, il devient le héros national absolu. Ce qui fait que tous les Ukrainiens, même ceux qui n'en pensent pas moins, disent c'est lui le commandant en chef, un peu comme on disait dans l'Angleterre, jusqu'à y compris l'extrême gauche, dans l'Angleterre des années 40, ce connard de Churchill, raciste, tout ce que vous voulez, on ne disait pas macho à l'époque, mais il était raciste, c'est sûr, antisémite, c'était sûr aussi, à l'époque, enfin avant.
Ce connard de Churchill, c'est notre commandant en chef et on lui obéit. Parce qu'il y en a un seul commandant. En temps de guerre, on peut avoir un seul commandant en chef, là c'est pareil. Et il devient un espèce d'homme de la situation, un peu piégé dans son rôle en même temps, hein, parce qu'il est un peu bloqué en disant ça. Alors juste un mot, parce que je vais finir là-dessus, parce que là encore vous allez sûrement avoir des tas de questions, sur... J'ai fait des petites allusions à ce que j'appelais la gauche ukrainienne, ou l'extrême gauche ukrainienne, ou les mouvements progressistes ukrainiens. Peut-être on pourra parler des mouvements progressistes russes, j'en parle dans le livre aussi. Mais c'est quoi les mouvements progressistes ukrainiens? Donc, premièrement, dans la région, dans toute la région, il n'y a plus de gauche. Quand je dis dans toute la région, j'inclus dans cette région où il n'y a plus de gauche l'Italie. C'est donc clair, politiquement, pas socialement. Mais politiquement, il n'y a plus de gauche. Il y a encore du centre-gauche mollasson ou du centre-droit vaguement social. Mais il n'y a plus de gauche réelle, politiquement, dans pas mal de pays d'Europe, où c'est tout à fait marginal. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi, du comment, c'est un fait. C'était aussi le fait en Ukraine, aussi parce que la gauche, l'idée, la gauche, le mot la gauche, le mot le socialisme, le mot le mouvement ouvrier, c'était référence à l'ancien régime soviétique. On voulait liquider l'ancien régime soviétique, donc on liquidait ça avec. Et en plus, ceux qui se réclamaient de cet idéal soviétique ou socialiste d'avant étaient souvent considérés par les couches jeunes, par les plus jeunes, comme des sales réacs conservateurs machistes. Ce qu'ils étaient souvent, par ailleurs. Et donc, cette gauche-là, y compris cette gauche, entre guillemets, a fondu sur le plan politique électoral. Avant qu'il y ait quoi que ce soit d'interdiction ou de choses comme ça. Si on voit les scores qu'elle fait, ce qui s'appelle par exemple le Parti communiste d'Ukraine, aux premières élections après l'indépendance, ils sont à 19%. Aux dernières élections où ils sont autorisés à participer, ils sont à 3%. Et ils sont perçus comme pro-russes à partir de là. Donc cette gauche-là, entre guillemets gauche, a disparu. Et il n'y a pas de nouvelle gauche politique en Ukraine, comme il y en a peu, ou pas beaucoup, dans les autres pays voisins. Mais il y a une gauche, des mouvements progressistes, disons, dans la société. Dans tout ce bordel, avec la corruption, avec le sens de la démerde et de la solidarité s'est développé à l'intérieur de la société. Je ne dirais pas l'autogestion, ça serait exagéré, mais pas mal de solidarité locale, parce que c'était aussi un moyen de survie. Quand il y a eu la première guerre du Donbass, il se faisait dans les rues de Kiev des quêtes par quartier pour payer un casque ou un gilet pare-balles à un soldat du quartier, parce que l'État était incapable de le faire en 2014. Quand il y a eu 3 millions de réfugiés de la guerre du Donbass dans le reste de l'Ukraine, 3 millions, l'État était incapable, c'est Poroshenko, était incapable de faire quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'aide extérieure non plus à l'époque, qu'il y a eu depuis. Des organisations ukrainiennes de jeunes en général, donc par exemple mes amis de Vostok SOS, du Centre des libertés civiles, ont mis en place l'aide aux réfugiés. Ça n'existait pas. Ils ont mis en place à la place de l'État. Donc il y a eu des tas d'initiatives comme ça, enfin pas mal d'initiatives comme ça. Et puis, il y a eu aussi renouveau du mouvement syndical. Il y a en ce moment existant en Ukraine, par exemple, 2 confédérations syndicales. Là aussi, on n'en parle jamais. Une confédération qui est l'ancienne confédération de l'époque soviétique, qui a des patrimoines immobiliers importants, parce que c'était les syndicats de l'époque soviétique, les syndicats de l'époque soviétique qui géraient les colonies de vacances, ou les cantines, enfin, des choses comme ça. Donc ils ont beaucoup de possessions que l'État, la fraction la plus néolibérale du gouvernement Zelensky veut leur prendre pour les privatiser, et ils se défendent. Mais c'est quand même un syndicat un peu mollasson, un peu bureaucratique, un peu pas très réactif, mais quand même qui finit par se réveiller quelquefois et qui a quand même un certain nombre de membres qui se réclament de ce syndicat. Puis il y a un syndicat beaucoup plus actif qui s'appelle la KVPU, mais qui n'est fort que dans des grandes entreprises. Et dont certains des dirigeants s'affirment clairement de gauche radicale. Par exemple, le syndicat des mineurs de Krivyi. Par exemple, le syndicat, plusieurs syndicats de métallos. Par exemple, des syndicats de transport.
Mais c'est des grandes entreprises. Et tout ça n'existe pas dans les petites, hein, évidemment. Bon, il n'y a pas que là. Non. Donc il y a un mouvement syndical qui a des liens assez anciens quelquefois avec des syndicats d'ordre occidental, par exemple la CGT. Il y a un mouvement féministe. Le mouvement féministe ukrainien, si je vous demande son adresse, je n'ai pas d'adresse. Ce que je constate, c'est qu'il y a une conscience féministe dans une partie de la population ukrainienne jeune, forte. Si je vais dans le pays voisin, la Russie, de très 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 loin, la principale force organisée anti-guerre en Russie s'appelle Féministe radicale contre la guerre. Elle existe dans 60 villes de Russie. C'est un mouvement illégal. Hein. Moyenne d'âge, 25 ans. Mais en Ukraine, vous avez quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui se réclament du féminisme sous diverses formes, et dont certains ont pignon sur rue, par exemple le groupe Bilkis à Lviv, qui a créé une maison anticapitaliste, qui n'est pas tout à fait dans l'air du temps de ce qu'on entend en Ukraine d'habitude, hein, et qui s'est fait attaquer par l'extrême droite d'ailleurs pour ça. Il y a un mouvement écolo, qui existe surtout dans l'ouest rural de l'Ukraine, qui a été en partie créé par le soutien de Français à l'origine, et qui est essentiellement des réseaux de coopératives bio. Il y a un mouvement libéral-démocrate sur la question des droits de l'homme, dont il y a plusieurs structures, ou sur la question d'empêcher que l'aide internationale soit captée par les oligarques ou par les corrompus, et d'essayer de faire du lien direct pour que l'aide soit organisée, sa distribution soit organisée par les populations elles-mêmes. On a des copains qui sont en train de faire le recensement des 250 initiatives qu'on a déjà recensées en Ukraine de ce genre. Mais sur le mouvement des droits de l'homme, vous en avez entendu parler au moins d'une des formes, le Centre des libertés civiles de Oleksandr Medvedchuk, qui a eu le prix Nobel de la paix, conjointement avec l'organisation russe Mémorial et un grand dissident, enfin, défenseur des droits de l'homme, biélorusse. Il faut savoir que ma petite organisation, il y a 5 ans, on a envoyé des stagiaires dans cette organisation, la CLC. Donc on les connaît très bien. Personne ne les connaissait à l'époque. Hein. Tout ça, c'est des organisations qui sont nées de la société, et c'est ça que j'appelle le mouvement progressiste ukrainien. Et il y a même un petit parti politique, qui est petit, qui serait comparable... Enfin, il a d'excellents rapports avec le NPA, mais il n'est pas tout à fait pareil que le NPA en France. Mais qui est un parti qui se réclame explicitement de la gauche un peu socialiste, mais qui est moyenne d'âge 28 ans aussi, hein, quelque chose comme ça. Et qui commence à exister réellement en Ukraine, mais qui évidemment n'était pas présent dans les élections précédentes. Il n'y a pas de députés de gauche au Parlement. Il y a des ex-pro-russes qui sont toujours au Parlement, mais qu'on ne peut pas considérer comme de gauche. Ils sont comme pas plus de droite que les autres, d'ailleurs, quelque part. Donc vous avez cette réalité-là. J'insiste sur les mouvements progressistes, c'est à 90% des moins de 40 ans et même des moins de 30 ans. Donc évidemment, c'est intéressant pour la suite. Mais le point commun de l'immense majorité, pas la totalité absolue, mais l'immense majorité de tout ce que je viens de vous décrire, ont tous dit, on est attaqué, on se défend, on accepte, la gouvernance militaire de l'état-major, parce qu'il n'y a pas le choix. On ne critique pas Zelensky comme chef de guerre, parce qu'il n'y a pas le choix. On le critique sur plein d'autres choses, dans la mesure où on peut, parce que, par exemple, les syndicalistes disent on accepte la loi martiale, parce que c'est la guerre, la loi martiale interdit les grèves, mais ils ont déjà fait des grèves parce qu'ils pensaient que c'est trop, c'est trop, ou des manifs même. Alors qu'évidemment, en temps de guerre, c'est interdit. Et surtout, ils demandent le soutien, parce qu'ils disent si vous ne nous aidez pas, notre voix ne va pas être relayée par la droite ukrainienne. Mais par rapport à la question de la guerre, dans l'état actuel des choses, et absolument tous les amis que j'ai en Ukraine, je dis bien tous, se sont d'une manière ou d'une autre engagés dans la défense territoriale. En général, dès le fin février 2022. Donc il y a une espèce de... y compris le fait qu'il y avait là-dedans énormément de russophones, beaucoup de gens venant du Donbass, quelques-uns venant de Crimée, quelques-uns venant d'Odessa, enfin toutes sortes. Et c'est spectaculaire, quoi. C'est-à-dire je ne veux pas dire que
absolument. Alors, dans les zones séparatistes du Donbass, il faudrait voir de plus près, c'est plus compliqué. C'est extrêmement violent ce qui s'y passe, mais c'est plus compliqué. Mais je ne veux pas dire que forcément tout le monde est sur la même longueur d'onde, absolument. C'est jamais vrai à 100%. Mais, y compris dans la jeunesse, le fait qu'il y ait eu cette, je ne vois pas d'autre mot que levée en masse, spontanée, pour résister à l'invasion, il y a très peu de précédents historiques. Hein. Il y a très peu de précédents. Moi, j'en vois un, et encore beaucoup moins unanime au niveau de la population française de l'époque, mais très similaire au niveau des formes d'organisation. C'est les soldats de l'an 2. Les soldats de l'an 2, évidemment, il y avait en France une quantité de contre-révolutionnaires, y compris dans certaines provinces, qui quelquefois étaient majoritaires. C'est pas tout à fait pareil en Russie, en Ukraine. Mais l'idée, on s'auto-organise, et ensuite on se met au service de l'armée, on accepte les commandements, on accepte Marceau, Hoche, tout ce qui était, parce qu'on veut être une armée efficace, mais c'est nous qui nous sommes organisés d'abord. Ben ça, c'est les soldats de l'an 2. Je ne sais pas si vous avez lu des témoignages sur comment ça s'est passé, hein, comment on a inventé la Marseillaise, des trucs comme ça. Eh bien, évidemment, on n'est pas du tout dans la même période, on n'est pas du tout dans la même époque, c'est pas du tout la même armée, tout ce que vous voulez. Mais franchement, la mobilisation concrète de la grande majorité des Ukrainiens dans cette guerre-ci, ça fait penser à ça. Ça fait penser à des choses comme ça. Bon, je m'arrête là parce que vous avez sûrement plein de questions et qu'on pourrait aussi parler d'autres choses, des Russes, de mon livre, etc. Mais vous avez... J'ai déjà parlé beaucoup. Oui. Et l'Assemblée ukrainienne dans tout ça, enfin, on sait ce qui se passe. L'Assemblée française. Comment travaille-t-elle l'Assemblée ukrainienne, les lois, tout ça Alors, moi je ne parle pas ukrainien, mais mes amis qui parlent ukrainien peuvent me dire, parce que c'est publié. On est à peu près dans la situation, je sais pas, personne, tout le monde a oublié ça aussi, du fait que l'Assemblée nationale française en 1914 a fonctionné de 1914 à 1918 sans interruption. Avec des débats, avec quelquefois des divergences. L'union sacrée. Il y avait l'union sacrée là aussi. Là aussi, il y avait l'union, c'est pas la même union sacrée, mais là aussi, il y a l'union sacrée. C'est-à-dire que dans l'Assemblée nationale ukrainienne, personne ne discute le fait qu'il y a un seul état-major et il y a un seul commandant en chef politique de la guerre. On peut discuter dans le détail, et c'est arrivé, de la conduite de la guerre, mais le principe de la guerre n'est discuté par personne. Donc en ce sens, on peut parler d'union sacrée. Dans l'Assemblée nationale, les droites sont ultra-majoritaires. Les droites au sens français du terme sont ultra-majoritaires. La majorité des députés j'allais dire de la République En Marche, c'est un lapsus bizarre, de serviteurs du peuple, le parti de Zelensky, sont à peu près comme des députés de la République En Marche, c'est-à-dire en fait c'est un peu des amateurs, ils sont un peu là par hasard et ils sont plutôt de droite, pour aller vite. Mais par exemple, on en a identifié une qui est une farouche écolo, on en a identifié plusieurs qui sont directement liés aux intérêts du capital britannique. Voilà. Bon. Et donc il y a eu des propositions de loi qui ont été votées, parce que comme il n'y a pas vraiment d'opposition sur ces questions-là, il y a des réticences, mais il n'y a pas vraiment d'opposition. Il y a 2 lois scélérates qui ont été votées, pas sur la guerre. Il y a 3, moi j'en compte même 3, mais je viendrai sur la 3e après. Il y a en tout cas 2 lois scélérates. Une loi pour le contrat 0 heure, façon britannique, copiée mot à mot des conservateurs britanniques, proposée par des conseillers britanniques du gouvernement, et qui a été votée à une large majorité, pas à l'unanimité, mais à une large majorité à l'Assemblée, et une loi suspendant les conventions collectives et les droits syndicaux dans les entreprises de moins de 270 salariés. Ces lois ont été votées au mois de juin. Les syndicats ukrainiens, et ce que j'ai décrit tout à l'heure comme la gauche ukrainienne, s'est élevé fortement contre. Il y a eu quelques protestations ou critiques au Parlement, mais comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de groupe de gauche constitué au Parlement, donc il n'y a pas eu de critique forte. Mais par contre, il y a eu une critique forte dans la société. Et la société, notamment les syndicats ukrainiens, ont fait un appel au secours, je ne dis pas d'autres mots, un appel au secours aux syndicats européens, en disant ces lois sont dégueulasses, on profite de la guerre pour les faire passer,
aidez-nous à empêcher le président Zelensky de les ratifier en démontrant qu'il y a une volonté forte du mouvement syndical européen qui explique que si des lois restent en l'état, l'Union, demain, si l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne, elle ne pourra pas. Bon, je ne sais pas malheureusement si c'est vrai ça. Mais en tout cas, c'était ça. Agitez-vous, si vous vous agitez vraiment, ça va faire qu'on va bloquer ces lois. Parce que la droite ukrainienne va prendre peur, voilà, ça va faire des ennuis avec les Européens, notamment les syndicats, etc. Donc cet appel a eu lieu. Il est par écrit. Il est signé par les deux principales confédérations ukrainiennes. Il a été relayé en Europe occidentale par la Confédération européenne des syndicats, officiellement, dont le président à l'époque s'appelait Laurent Berger, mais c'est une autre histoire. Et pas grand-chose s'est passé, à part des déclarations assez fermes, mais des déclarations quand même assez fermes, par exemple en France, de la CGT, de la FSU et de Solidaire, qui ont été publiés en Ukraine. Mais quelques autres syndicats, l'Union des syndicats suisses par exemple, ont pris position de manière claire. Mais la grande majorité des syndicats européens n'ont rien dit. Après avoir hésité pendant 2 mois, constatant qu'il n'y avait aucune pression venant d'Europe occidentale, évidemment pas des gouvernements, mais pas non plus des syndicats ou des autres organisations, mais qu'il avait la pression de sa droite majoritaire au Parlement, Zelensky a signé les 2 lois. Mais il a laissé entendre qu'on pourrait revoir ces lois après la fin de la guerre. Ça a été le seul effet de la pression. Le problème dont on doit se poser, c'est pourquoi il n'y a pas eu cette pression. Le sujet était absolument clair, les porteurs du problème étaient absolument clairs, la possibilité d'avoir une victoire, c'est-à-dire de bloquer les lois, était possible, pas du tout invraisemblable, s'il y avait eu une vraie mobilisation. Même pas une mobilisation dans les rues, il n'y avait pas besoin de ça. Par exemple, une déclaration du DGB allemand. Et pas de la Commission internationale de la CGT seulement. Par exemple, une déclaration de la CGIL italienne. Des choses comme ça aurait peut-être suffi. Ben non. Je crois que les syndicats ont suivi Macron. Non, ils n'ont pas suivi Macron. À Kiev. Non, ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas une réaction... Mais non, ça n'a rien à voir avec Macron. Je vais vous dire avec quoi ça a à voir. Oui, non, mais je plaisante. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas, quoi. On ne réagit pas vite. Oui, ah non, mais si attend. vous voulez, là, il y a une demande précise qui est adressée à la Confédération européenne des syndicats, très officiellement, qui est retransmise par la Confédération. Moi, j'ai vu les documents par des camarades syndicalistes français. La Confédération européenne des syndicats, c'est une bureaucratie, hein, la Confédération européenne des syndicats. Mais la Confédération européenne des syndicats a retransmis à tous ses syndicats membres. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous l'expliquez, vous, alors? Eh bien, parce que... La guerre? Non, c'est parce que dans la gauche, les syndicats ne sont pas tous de gauche, mais dans le mouvement progressiste, le mouvement syndical européen, par exemple, la grande majorité des forces ne veulent pas entendre parler de cette histoire d'Ukraine parce que c'est trop compliqué. Et parce qu'on ne sait pas trop, il y a des fascistes là-dedans. Voilà. Donc, ça nous divise, on va s'empailler, on ne sait pas, il y a un risque de guerre mondiale, tout ça. Donc, on n'en parle pas. Et donc, la simple idée qu'on pourrait être efficace pour empêcher une loi antisociale de passer en Ukraine en protestant, ne vient même pas à l'esprit. Alors que les Ukrainiens disent, mais si vous faites quelque chose, il se passe quelque chose. Parce que le gouvernement ukrainien, ce n'est pas un gouvernement nazi, et ce n'est pas non plus un gouvernement très fort. Ils s'inquiètent des pressions. Et alors, quand on voit les pressions quotidiennes que font les conservateurs britanniques sur les autorités ukrainiennes, quand on voit qu'il y a eu 2 conférences pour la reconstruction de l'Ukraine, la 3e a lieu à Londres au mois de juin, il n'y a pas un mot de gauche dedans. Pas un mot. C'est que demain, la reconstruction de l'Ukraine sera ultralibérale. Ce n'est pas les Ukrainiens qui le demandent, c'est les gouvernements européens qui le proposent. Et les Ukrainiens, ils prennent ce qu'ils ont. Et s'il n'y a pas d'autre voie, parce que la gauche a décidé de ne pas s'occuper de cette affaire. La gauche, je simplifie en disant la gauche, hein, parce que elle a, juste aux abonnés absents, c'est la guerre, c'est très emmerdant, la guerre, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là, il faut l'arrêter. Oui. Oui, vous ne nous avez pas parlé, quelle est la proportion de gens qui sont pro-européens? Est-ce que c'est uniforme, tout le monde, plus dans une partie que dans l'autre? Est-ce qu'on peut définir ça? Oui, il y a eu plein de sondages en Ukraine depuis 30 ans.
des sondages pas toujours extrêmement fiables. Ils sont plus ou moins fiables, les sondages, mais enfin, il y en a eu beaucoup, donc comme il y en a eu beaucoup, on peut faire des comparaisons. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être européen? Donc, au fur et à mesure du temps qui passe, c'est de plus en plus précisé, ça veut dire pouvoir entrer à l'Union européenne. La majorité, dans les sondages j'entends, la majorité des Ukrainiens avant 2014, une assez nette majorité, disait il ne faut pas rentrer dans l'OTAN et ça serait pas mal de rentrer dans l'Union européenne, mais ça va prendre du temps. Bon. Après, il y a ce conflit sur l'accord d'association avec l'Union européenne que Yanukovych, le leader de l'époque, supposé pro-russe, enfin qui s'est avéré pro-russe pour le coup, rompt. Il était signé, rompt, sur pression russe probablement. Et là, la quantité des gens pro-européens augmente. Mais ça reste un peu vague. Si on pose la question aujourd'hui aux Ukrainiens en guerre, c'est difficile de répondre, mais je pense qu'on avoisinera du 98%. Même si c'est très flou sur ce que ça signifie vraiment. Et une partie de l'opinion publique ukrainienne adhère à une idée nationaliste ukrainienne, pas du tout européenne, mais nationaliste ukrainienne, qui est « nous, on est des civilisés, eux, les Russes, c'est des barbares ». Je vous rappelle que vous devrez connaître très bien ça, parce qu'on a expliqué ça, nous, de manière tout à fait comme je viens de le dire, dans les années 1870-1914, et même jusqu'à 1938, par rapport aux Allemands. Nous, on est des civilisés, eux, c'est des barbares. Avant, c'était pas du tout, ça n'existait pas du tout, avant 1870. Ça. Et donc, dans l'Ukraine d'aujourd'hui, il y a du nationalisme de ce genre-là. Anti-russe, viscéral. Il n'est pas forcément majoritaire, mais il est fort, forcément, la guerre le rend fort. Est-ce que c'est pro-européen? C'est pas pro-européen, c'est problématique. Mais on comprend d'où ça sort, mais c'est problématique. C'est plus intéressant si on regarde de près sur la question de l'OTAN. Parce qu'il y avait dans la réticence, la demande officielle. D'abord, je rappelle, parce qu'on oublie toujours ce que c'est l'OTAN. En 1989-91, effondrement de l'Union soviétique, chute du mur de Berlin, plusieurs traités et discussions, il n'y a pas que les traités, entre notamment Gorbatchev et les Américains, mais aussi entre les Russes, les Allemands, les Polonais et les Français, aboutissent à un certain nombre d'accords qui disent pas de troupes, adhésion de l'Allemagne réunifiée à l'OTAN, ok, disent des Russes, mais pas de troupes non allemandes en Allemagne de l'Est. C'est ce qui est écrit, c'est tout ce qui est écrit. Par ailleurs, on dit, et d'ailleurs c'est vrai, parce qu'on a des preuves, que James Baker a dit à Gorbatchev, on n'étendra pas l'OTAN au-delà de l'Allemagne. Et puis l'Union soviétique s'effondre, etc. Et les pays d'Europe centrale, les uns derrière les autres, d'abord la Pologne, mais ensuite les autres, demandent à adhérer à l'OTAN plus vite qu'à l'Union européenne. Face à cette demande, il y a division dans l'OTAN. Mais je dis tout ça, c'est extraordinaire, parce que je suis sûr que vous division ou ça et tout. Là, je m'en profite pour une incidente. Est-ce que vous avez déjà regardé ce que raconte l'élu qui vous représente à la commission parlementaire de l'OTAN? Non. Est-ce que vous saviez que vous aviez un élu qui vous représente à la commission parlementaire de l'OTAN? Bon, est-ce que d'ailleurs on discute de ça à la commission parlementaire de l'OTAN? Ben, pas vraiment, de toute façon, on ne discute pas vraiment. Mais je veux dire, l'OTAN est supposée être une organisation démocratique sous notre contrôle. Mais on n'a jamais tenté d'exercer le moindre contrôle de quoi que ce soit, on ne sait même pas que ça existe. Ferme la parenthèse. Parce que l'OTAN c'est dirigé par les Américains, en vrai, il n'y a pas besoin de discuter. Mais bon. Et donc, il y a une pression d'Europe centrale. On veut adhérer à l'OTAN parce qu'on veut être protégé. La réponse, dans un premier temps, de l'OTAN, c'est « Ok, mais ça, attendez, du calme, on n'a pas vraiment totalement fini de solder la guerre froide, on va faire un partenariat pour la paix, et on ouvre ce partenariat à la Russie. » Ce partenariat avec la Russie a duré jusqu'en 2008.
Ça veut dire qu'il y a des manœuvres communes, ça veut dire que moi j'ai rencontré dans des locaux de l'OTAN des officiers russes. C'était assez fréquent. Et il y a coopération active entre des forces liées à l'OTAN, notamment américaines, pas forcément l'OTAN en tant que telle, mais des forces liées à l'OTAN, notamment américaines, et des forces russes sur le territoire de l'ancienne Union soviétique pour attaquer l'Afghanistan. Donc, donc on n'est pas juste après la fin de la guerre froide, on n'a pas une nouvelle guerre froide du tout, on a quelque chose de bien plus ambigu que ça, mais qui finit par aboutir au fait que progressivement, les pays d'Europe centrale adhèrent à l'OTAN. D'abord 4, puis les autres. Bon, il y a encore quelques petits pays très secondaires qui viennent d'adhérer, comme la Macédoine du Nord et le Monténégro, mais ça compte pas. Mais enfin, le gros morceau, en réalité, en termes d'armée, c'est la Pologne. Le reste, en réalité, ça compte pas beaucoup. Mais la Pologne, ça compte. Mais il y a aussi les pays baltes, qui militairement pèsent rien, mais qui stratégiquement, vu où ils sont, pèsent beaucoup. Tout ça, c'est fait il y a 14 ans. Pas l'année dernière, il y a 14 ans, l'avancée de l'OTAN. C'est il y a 14 ans. L'avancée significative. Dans ce processus, la Géorgie et l'Ukraine demandent officiellement à adhérer à l'OTAN et c'est refusé par la France et l'Allemagne. C'est accepté par les Américains, refusé, donc ça n'a pas lieu. Ce qui n'empêche pas, à partir de 2014, l'armée britannique de réorganiser totalement l'armée ukrainienne. Et là aussi, les informations sont disponibles, on les trouve. Dans la presse britannique essentiellement, mais quand même, on les trouve. Donc, en 2014, l'armée ukrainienne, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi. Ça se fait enfoncer par des bandes de séparatistes qui sont n'importe quoi. Ça riposte, alors du coup, c'est plus les bandes de séparatistes, c'est les forces spéciales russes qui viennent, donc se font enfoncer. Mais l'armée ukrainienne, comme j'ai dit, il n'y a pas de matériel, enfin, totalement miné par la corruption, c'est très inefficace. Il y a une réorganisation complète de l'armée ukrainienne, qui est organisée par les Britanniques, pas par les Américains, par les Britanniques, et qui consiste à modifier tout un système de fonctionnement interne basé sur ce qu'on appelle les standards OTAN, c'est-à-dire l'agence qu'est l'OTAN fournit des règles. Alors ça peut être des règles matérielles, il faut foutre des obus de 155 mm. Ça peut être des règles opérationnelles, voilà comment on attaque, je sais pas quoi. Et ça peut être des règles organisationnelles. Il vous faut 6 fois plus de sous-officiers. Vous n'avez pas du tout assez de sous-officiers. Votre armée n'est pas assez diplômée, il n'y a pas assez d'officiers, pas assez d'officiers diplômés, mais il n'y a surtout pas assez de sous-officiers. Donc il faut réorganiser toute votre armée. Ce qu'a fait l'armée ukrainienne entre 2014 et 2022. Ce qu'avait complètement pas vu Poutine. Donc ça, on peut dire, c'est un effet collatéral de l'OTAN. Il l'aurait peut-être fait sans l'OTAN, mais en tout cas, bon, je dis, les instructeurs britanniques, ils étaient là. C'était pas des instructeurs français ni américains, c'était britannique. Bon. Comment dire et alors, par exemple, je termine là-dessus, une des raisons pour laquelle l'Ukraine réussit ce tour de force d'incorporer dans son armée des civils qui décident du jour au lendemain, et qui n'ont même pas de fusil, qui repartent avec des fusils en bois, de rentrer dans l'armée régulière pour aller se battre parce que le pays est attaqué. Comment est-ce que ça marche? Si je reprends l'exemple des soldats de l'an 2, comment ça a marché? Il y avait un pur génie dont il a des boulevards dans certaines villes, dont on a totalement oublié que c'est lui qui a tout organisé, qui s'appelait... merde. Son nom va me revenir. L'organisateur réel de toute la logistique de l'armée française révolutionnaire jusqu'à Napoléon. C'est une colle, là. On ne Ah sait oui. pas. Et on avait très peu d'officiers parce qu'ils étaient tous partis avec l'Ancien Régime. Donc ceux qu'on a, on les met en place et on installe tout un tissu de sous-officiers issus du rang. Bon, ben c'est un peu la même chose là. Et donc par exemple, si je prends mon ami Maxime Boukevitch, qui est un ami personnel, antimilitariste, antiraciste, anarchiste,
Il se décrit comme ça. Chrétien, il se décrit aussi comme ça. Mais il se décrit comme ça. Fondateur de No Border Ukraine, pour défendre les migrants en Ukraine. Journaliste indépendant. Militant des droits humains extrêmement connu en Ukraine. Il s'engage le premier jour dans l'armée. Il dit, moi j'ai été antimilitariste toute ma vie, mais là j'ai pas le choix, je m'engage, je vous signale que je m'engage. Il envoie à ses amis dont moi une page Facebook, voilà, je suis en uniforme, avec son char. Voilà. Et ensuite il dit, les informations que je vous donnerai seront limitées parce que je serai sous contrôle militaire. Mais de temps en temps je vous donnerai mes nouvelles. Et on s'aperçoit assez vite qu'il commence comme simple soldat et qu'il va assez vite devenir lieutenant. Ça veut dire que son groupe, qui est un groupe de rue, le groupe dans lequel il s'est engagé, c'est sa rue. Il dit d'ailleurs dans un de ses messages, c'est curieux, j'ai rencontré un des fascistes avec lesquels je m'étais battu il y a 4 ans, il est dans la même unité que moi. C'est bizarre quand même la vie. Bon. Donc ça montre une pensée. Bon. Et il va devenir officier parce qu'il est intellectuel, etc. Mais il va former un bataillon avec des sous-officiers qui ont été une articulation qui fait qu'ils gardent une grande autonomie, mais qui dépendent de l'état-major. Enfin, on voit comment est-ce qu'il se fait amalgamer dans un système, ça ne va pas autogéré, ce serait extrêmement exagéré, c'est pas comme ça chez les militaires, mais dans un système relativement décentralisé avec des responsabilités diffuses. C'est-à-dire, il y a un grand chef, le chef sur place, c'est le lieutenant, et le lieutenant, sans ses 4 sergents, il ne fonctionne pas. Bon, malheureusement, Maxime, donc il nous a en gros raconté ça. Donc, malheureusement, Maxime finira par se faire prisonnier par les Russes, et il vient d'être condamné il y a quelques jours comme criminel de guerre, et accessoirement la presse l'a traité de nazi, parce que la presse le traite systématiquement de nazi, le fondateur de No Border Ukraine, avec son badge Antifa quand il est parti à la guerre. Et a dit qu'il avait commis des crimes de guerre parce qu'il avait tué des civils. Je ne sais pas s'il est arrivé que Maxime tue des civils, en tout cas c'est pas ce qu'il nous a dit, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que le jour où on l'accuse d'avoir tué des civils à un endroit près de Louhansk, il était à Kiev en train de discuter avec une amie à moi, ce jour-là, le jour qui est marqué dans le presse, on a des photos.